Merci de nous rejoindre dans le débat du soir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a fait un point d'étape aux partis politiques de l'exécution des activités en temps dans le cadre de l'organisation des élections générales. C'était le vendredi 13 juin 2025. On retient que les activités inscrites au programme se tiennent à bonne date et le 15 juillet prochain, l'organe va procéder à la réception des statistiques de la liste électorale informatisée l'EI. Après la présentation de l'évolution du chronogramme, les partis politiques, mesdames et messieurs, ont découvert une autre innovation de la Sénat qui travaille à garantir la fiabilité du scrutin. Il s'agit de la plateforme e-délégué conçue par l'organe pour faciliter la tâche aux partis politiques dans le déploiement de leurs mandataires sur le terrain, une initiative appréciée par la plupart des représentants des partis qui ont participé donc à la séance. Cet outil qui s'accompagne d'un logiciel de gestion des déclarations de candidature sera-t-il réellement bénéfique aux partis? Nous voulons nous intéresser ce soir à cela puisque les mandataires des partis politiques sont les yeux et les oreilles des formations politiques dans l'observation du déroulement du scrutin. Pour éclairer notre antenne ce soir, deux invités, il devait être trois, mais deux ont répondu à l'appel. Mohamed Akintola, vous êtes acteur politique, spécifiquement porte-parole du Parti Renaissance Nationale. Bonsoir. Bonsoir Madame Touboula. Ça fait un bail sur notre plateau. Hein? En effet. Merci donc de renouer contact. Et vous serez avec Gracien Makoko, qui lui est juriste et également écrivain. Monsieur Makoko, bonsoir. Bonsoir Madame Touboula. Merci d'être là ce soir. Alors voilà le sujet, si nous avons le temps, nous allons nous intéresser à ce qui se passe au Burundi, les législatives qui ont eu lieu le 5 juin et à l'arrivée, le parti au pouvoir a raflé, on peut le dire, pratiquement tous les sièges. Quel message cela renvoie à l'opposition dans notre sous-région? Mes invités feront leur analyse, mais intéressons-nous déjà à nos problèmes ici à l'interne. Bon, c'est une manière de parler. Alors, monsieur Akintola, vous êtes acteur politique, vous avez participé justement à cette séance en représentant votre formation politique. Alors, en quoi cette plateforme concrètement est-elle un outil pour vous? Comment ça va se fonctionner dans le déploiement de vos mandataires? Comment la Sénat vous a-t-elle expliqué son fonctionnement? Merci beaucoup Madame Touboula et merci à tous nos téléspectateurs, au peuple béninois dans son ensemble. Je m'en voudrais de répondre à votre question sans commencer d'abord par rendre hommage à mon camarade dans le studio dans lequel nous sommes en train d'émettre aujourd'hui porte le nom. Cela fait bientôt 1 an que François-Xavier Anlim Noumon nous a quittés. Et j'avoue que depuis cette époque-là, même si avant je ne pouvais faire 10 jours sans venir sur un plateau à télé, depuis cette époque, c'est la première fois que j'ai le courage de mettre pied ici. Que Dieu recueille son âme et protège sa progéniture. Merci. Pour venir à la question que vous avez posée, en effet, le vendredi passé, les partis politiques en République du Bénin, ceux qui sont régulièrement enregistrés, ont été invités par la Sénat pour faire un point d'étape du calendrier électoral, puisque nous nous approchons à grands pas des élections générales de 2026 et des élections présidentielles d'avril 2026. Puis ensuite, en deuxième partie de la rencontre que nous avons eue avec la Sénat, il nous a été présenté une nouvelle plateforme développée par la Sénat à l'endroit des partis politiques pour la gestion des mandataires dans les bureaux de vote, ce qu'ils ont appelé le e-délégué. C'est une innovation que nous avons accueillie avec joie et avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs pour tous les partis politiques qui étaient là, autant de la majorité présidentielle que de l'opposition, puisque pour plus de 15 000 bureaux de vote en République du Bénin, 2 mandataires par bureau de vote, ça nous fait plus de 30 000 personnes à déployer. Il y avait beaucoup de défis à relever. Il faut avouer qu'aucun des partis politiques n'arrive réellement à pouvoir déployer des mandataires pour assurer le processus, contrôler, rendre compte de comment ça s'est passé dans chaque bureau de vote. Nous perdions beaucoup en efficacité, nous perdions beaucoup en temps, nous perdions beaucoup en erreurs à corriger sur le plan humain. Et puis, chaque fois, c'est toujours des sources de contentieux parce que le rapport n'est pas venu, tel mandataire d'un autre parti politique dit quelque chose de ce qui s'est passé ce jour-là et un autre dit c'est tout un problème méli-mélo à gérer, sans oublier les dégâts environnementaux puisque nous devons déployer des mandats papier
à toutes ces personnes-là, toute la logistique qui est mise en branle. Mais depuis qu'on nous a annoncé la nouvelle de cette plateforme-là, e-délégué, que nous n'avons pas encore expérimenté, ça il faut le dire, on nous l'a juste présenté en quelques minutes, présenté les avantages et autres, reste à l'expérimenter. Il nous a été dit que cette plateforme sera gérée par les partis politiques, donc installée sur leur support informatique au siège de chaque. Donc chaque parti politique aura le sien, pourra donc enrôler de façon très aisée les mandataires de son parti politique, pourra avoir en quelques clics toutes les informations concernant chaque mandataire et ainsi pouvoir les déployer. Le mandat physique ne sera donc plus d'actualité puisqu'il y aura un mandat numérique émis, un peu comme nos actes de naissance sécurisés. Et donc avec un code QR qui peut être scanné par les agents de la Sénat sur le lieu, il ne serait plus question de la Sénat doit signer, le parti politique n'a pas signé. Voilà donc dans l'ensemble ce qui nous a été présenté et auquel nous sommes en train d'adhérer a priori. Parce que pour le moment, ce que nous pensons, c'est que ça nous permettra de gagner en temps et en efficacité. On peut enrôler de façon très simple les mandataires que nous sommes en train de vouloir déployer. On peut les déployer de façon très optimale et éviter les doublons parce que ça arrive très souvent. On peut faire une mise en place en temps réel et ça peut nous faciliter les ajustements. Lorsqu'on a un manquement à tel, on a une base de données où on peut encore rapidement piocher une autre personne pour remplacer. Et ça, on n'a pas besoin de faire d'interminables appels téléphoniques pour s'assurer que déjà on peut le constater dans le système. Il y a également une réduction, puisque c'est la machine qui travaille, les erreurs humaines seront vraiment réduites. Puisqu'entre-temps, il faut numériser. Et puis bon, comme ce n'est plus des papiers qui peuvent se perdre ou qui peuvent se détériorer, en temps réel, depuis la base, vous pouvez le savoir. Maintenant, il y a la question de la transparence et de la traçabilité. On y reviendra. Alors, merci vous, beaucoup. Gracia Makoko, de votre position à vous, quel peut-être est l'objectif que la Commission électorale cherche à atteindre à travers cette innovation? Je pense à titre personnel que la Sénat entend à travers cette innovation atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour régler les questions, améliorer le niveau de la transparence dans l'organisation des élections. Et l'autre chose, c'est une question d'efficacité. L'efficacité parce qu'il y avait beaucoup de goulot d'étranglement dans le déploiement des délégués, comme l'a dit mon co-débatteur dans son intervention. Et ça fait qu'il y a beaucoup de pertes. Et vous ne voulez pas que le recrutement physique des délégués, ceux qui doivent représenter les partis politiques, par exemple, c'est coûteux. Les gens doivent faire aussi beaucoup de tracasseries. Ça fait que vraiment le processus arrivait à être un peu ralenti. Mais numérisé, ce processus qui entre dans la droite ligne du processus de la digitalisation du service public au Bénin, on constate que cela va amoindrir un peu les difficultés. Ça va permettre à ce que l'on puisse aller à la transparence d'une part et d'autre part à l'efficacité dans les opérations électorales au Bénin. Transparence, est-ce qu'une simple plateforme peut déjà garantir cela? Question. Non, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. C'est vrai, il y a la plateforme, mais vous savez, lorsque il y a élection au Bénin, par exemple, il y avait la campagne inaugurée par la société civile du Bénin qui disait « Je vote et je reste ». Vous vous souvenez de cette campagne de la société civile au Bénin? Aujourd'hui, ça signifie simplement que c'est ceux qui arrivent à se rendre dans les bureaux de vote qui peuvent contrôler comment les opérations se déroulent. Mais aujourd'hui, avec cette plateforme-là, même celui qui est de la diaspora, il peut être en France, mais il a la possibilité quand même de suivre un peu la manière dont les choses se passent. À mon avis, c'est déjà un pas vers la transparence, même si il y a encore des choses à faire au-delà de cette plateforme-là pour renforcer correctement cette transparence dont nous rêvons tous. Vous avez évoqué tout à l'heure ce code QR qui sera inséré, en tout cas à l'annonce, puisque vous n'avez pas encore physiquement la chose dont nous parlons. Comment concrètement cela va contribuer au déplacement de vos mandataires afin que vous puissiez avoir les informations depuis vos états-majors, M. Akintola? En réalité, il faut faire une différence. De notre compréhension de cette plateforme-là, e-délégué, il n'est pas question de rapport de résultats de bureau de vote. Parce que lorsqu'on parle de transparence, on a souvent l'impression qu'il s'agit de la clarté, de la transparence dans les votes qui ont été émis, qui ont été faits par les citoyens béninois. Il ne s'agit pas du tout de ça. Cette plateforme, à notre entendement, s'occupe du déploiement des mandataires sur le site. Donc la transparence dont nous parlons, à notre compréhension, c'est d'abord une transparence
interne aux partis politiques. Je vous explique. À la veille des élections, les partis politiques font imprimer des mandats. Et sur lesquels on dit que le parti X, Y, Z a mandaté, et puis on laisse une place vide pour que la personne qui recevra ce mandat la mette son nom, prénom, et au poste de vote, tant. Et on envoie ça aux coordonnateurs départementaux, ou coordonnateurs de circonscription électorale, ou même les coordonnateurs d'arrondissement pour dire, vous avez 50 bureaux de vote dans votre arrondissement, distribuez ceci à des mandataires que vous avez identifiés. Et donc le parti politique, puisque les mandataires doivent recevoir des PDM, envoie ces montants-là pour que ce soit payé. Dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de coordonnateurs qui ne font pas le travail. Okay. Les mandats sont là physiquement, mais sont déposés à la maison. Et donc, il y a des pauses, on envoie peut-être les moyens, je ne sais pas, peut-être c'est 5 000 francs, peut-être c'est 10 000 francs pour chaque mandataire. On en envoie, mais ça n'arrive jamais à destination. Vous allez constater que lors des élections passées, nous avons eu également ce problème-là où des gens étaient mandatés au nom de certains partis politiques, mais n'étaient même pas de ce parti politique-là sur le terrain. Ils n'étaient même pas de ce parti politique, un peu comme des prestataires de ce jour-là. Il y a également le souci selon lequel des personnes sont doublement mandatées à plusieurs partis politiques. Donc, lorsque je parle de transparence, c'est que chaque parti politique aujourd'hui, le critère minimal, du moins à Renaissance nationale aujourd'hui, c'est que pour être mandataire dans un bureau de vote, il faut d'abord être membre de l'organisation. Il faut être membre du parti politique. Donc, quelqu'un qui ne détient pas sa fiche d'adhésion ou qui n'est pas officiellement enregistré sur la plateforme de Renaissance nationale ne saurait être désigné pour représenter le parti dans un bureau de vote. À vos partis politiques. Donc la question de la transparence, elle est d'abord à ce niveau-là, pour que chaque parti politique s'assure que celui qui est là, c'est vraiment ses yeux. Okay. La deuxième chose maintenant en matière de transparence, c'est que si vous avez un mandataire qui a son mot à dire dans le procès verbal qui sera rédigé à la fin de la journée de l'élection sur le poste de vote, et que tout le monde le sait, la Sénat le sait, tous les autres partis politiques le savent, il sera donc compliqué de venir faire des remises en cause. Votre mandataire, il était là. Il avait la possibilité de faire quoi? D'inscrire les irrégularités sur le procès verbal. S'il ne l'a pas fait, alors que vous avez déployé un mandataire là, c'est qu'il a validé le procès verbal qui a été déposé et donc les contentieux seront réduits et cela concourt à la question de la transparence et de la crédibilité des élections qui se tiennent dans ces bureaux de vote en question là. Et enfin, beaucoup de partis politiques ont relevé aux dernières élections qu'il y a des agents de sécurité qui ne permettaient pas à des gens, parce qu'on supposait que les mandats étaient multipliés ou falsifiés. Parce qu'un individu qui estime que, bon, dans ce bureau de vote, il n'y a personne au nom de tel parti politique, il va prendre le mandat que son ami a pour un autre bureau de vote, il photocopie et tout ça. C'est devenu compliqué. Une question d'authentification des mandats qui ont été déployés. Mais aujourd'hui, avec leur portable, les présidents de bureaux de vote mandatés par la Sénat peuvent juste scanner un code QR. Ah oui, ce mandat-là est un mandat authentifié par la plateforme e-délégué. Et oui, il peut siéger au nom du parti politique. Voilà donc notre compréhension de la question de la transparence dans le déploiement de ces agents électoraux-là ou de ces mandataires des partis politiques. Alors, est-ce que cela, puisque ça reste la question, on présente une plateforme pour une certaine facilité, fluidité dans la gestion de vos mandataires dans les bureaux ou postes de vote. Est-ce que cela, en tout cas, le résultat ou l'exploitation qui sera faite de cette plateforme va permettre de réduire peut-être, je pose la question comme ça, oui. les litiges voilà, post-électoraux et peut-être améliorer cette traçabilité. Si une chose est sûre, c'est que ça va faciliter le processus d'enrôlement, de déploiement des mandataires. Ça va rendre plus crédibles les mandataires que les partis politiques vont envoyer sur le terrain. Ça va peut-être même réduire le coût de ces déploiements-là aux partis politiques. Mais il reste des défis à relever. Le premier défi, c'est que les états-majors des partis politiques puissent être suffisamment formés à la manipulation de cette plateforme-là. Puisqu'il faut le dire, nous sommes actuellement à moins de 6 mois des élections. Ça fait le premier défi à relever. Le deuxième défi à relever, il a été dit aux partis politiques lors de la rencontre avec la Sénat que si les partis adhèrent, donc des techniciens qui ont développé cette plateforme viendraient les installer sur les supports de ces partis politiques-là. Mais il y a une sorte de dépendance technologique entre la Sénat et les partis politiques. Pour la simple raison que ce ne sont pas les partis politiques qui ont déployé ça. Et vous savez, lorsqu'il y a un peu de flou, surtout en matière électorale sous nos tropiques, ça va dans tous les sens. Donc, les partis politiques, qu'on le veuille ou non, demeurent la base de données en fait. La base de données qui sera créée.
mais ce sera hébergé sur les serveurs qui ne sont pas les serveurs des partis politiques. Donc, on suppose que vous lui avez soulevé tous ces éléments-là. C'est comment on appelle, des échanges qui sont ouverts. Ce qui a été dit ce jour-là, dans le feu de l'action, ce qui devait être dit a été dit. Et les réflexions, naturellement, puisque les comptes rendus ont été faits à nos partis politiques, les réflexions ont continué. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Il y a également le coût de la maintenance. Il a été dit, on vous installe cette plateforme-là sur vos serveurs. Mais qui s'occupe de la maintenance? Il y a un coût de déploiement. La Sénat va peut-être le faire, mais le coût de maintenance de cette plateforme-là, est-ce que ça ne va pas revenir peut-être plus cher aux partis politiques que l'ancien système qui... et enfin, il y a quelque chose de primordial. La couverture Internet n'est pas 100% acquise en République du Bénin. Dans un fin fond d'un village en République du Bénin, est-ce que, d'abord, le mandataire financier aura la possibilité de recevoir son mandat, de l'imprimer? Or, c'est lui qui est de là-bas, qui connaît les réalités de là-bas. Est-ce que l'agent de la Sénat aura l'Internet ce jour-là pour faire quoi? Contrôler l'authenticité du mandat qui a été délivré, et ainsi de suite. Donc, je reviendrai à vous dans quelques instants. Bon, d'accord, une innovation appréciée, certes, Gratien Makoko, mais là, on soulève déjà quelques défis techniques à régler. Oui, c'est l'intérêt de la présentation. Parce que si la Sénat avait caché cette innovation, elle est une innovation, c'est une bonne chose, mais à la fin, on va voir des difficultés dans le cadre de l'application de cette innovation-là. Et c'est justement pour répertorier les différentes observations, les différentes critiques, les différentes contributions dans le but d'améliorer cette innovation que la Sénat a dû présenter, a fait la présentation de cette bande. Donc, ce qui a été relevé, tout le rapport qui a été présenté, vous allez voir, je suis sûr que la Sénat va prendre des dispositions. La question de l'Internet, effectivement, c'est une question importante, c'est une question très sensible et la couverture n'est pas encore à 100% dans notre pays. On verra si, avant ces 6 mois-là, le ministère chargé de l'économie numérique va redoubler de l'effort pour que nous puissions avoir l'Internet un peu partout dans le pays. De toutes les manières, il faut savoir quand même que cette plateforme qui a été mise en place va permettre quand même à ce que quelque chose soit corrigé. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, des questions d'Internet, le débit de l'Internet, etc., pas en droit, mais nous devons retenir quand même que c'est déjà une innovation. Aujourd'hui, on prend l'exemple des choses, des casiers judiciaires en ligne. On peut poser le même problème pour dire celui qui est au fin fond du Bénin, peut-être n'aura pas l'Internet, etc. C'est vrai comment il va se débrouiller, mais de toutes les manières, les gens arrivent quand même à trouver une solution afin d'avoir quand même leur casier judiciaire. Donc ce qui est là, c'est que l'innovation est là, elle est présente, elle est opportune, elle va permettre à ce que certains problèmes soient réglés. Maintenant, les difficultés d'application qu'elle implique, on va essayer, la Sénat essaiera de voir et les corrections vont être effectuées. Alors, Monsieur Akintola a évoqué un élément majeur. Ce qui est vu sera inscrit. Je ne travestis pas vos propos. Ce qui est vu sera transcrit sur la plateforme. Donc, un peu pour dire que tout le monde, en tout cas pour vos états-majors respectifs, aura au fur et à mesure l'information du déroulement sur un lieu X. Et normalement, vous devez observer les mêmes choses. Il n'y a pas une sorte de synchronisation. Non, pas synchronisation, mais tout le monde est informé de ce qui le concerne, en fait. De ce qui le concerne. C'est ça. Donc, c'est individuel à chaque parti politique. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, grosse question, est-ce que ce sera valable au contentieux? Je ne pense pas trop que ce soit un outil qui est censé servir à charge ou à décharge pour le règlement d'un certain contentieux qui pourrait être relevé lors des élections. Non, c'est juste un outil managérial pour les formations politiques et surtout qui facilite naturellement la tâche. Alors vous parlez de la Sénat. Maintenance, le coût, les partis politiques qui vont aux élections, c'est dans les moyens. Oui, bien sûr, je ne dis pas encore. Vous savez, ça demeure inconnu, c'est ce que je veux dire. Ça demeure inconnu. Et vous savez, l'être humain par nature est un peu résistant au changement. Vous voyez, il faut un temps d'adaptation. Et on ne sait même pas encore aujourd'hui, est-ce qu'il y aura juste une équipe au niveau des bureaux nationaux, des bureaux exécutifs des partis politiques qui vont gérer cette plateforme-là, ce qui reviendra donc à ce que cette équipe-là gère 30 000 ou 30 et quelques mille mandataires, ou si
peut-être des coordonnateurs départementaux, des coordonnateurs d'arrondissement seront impliqués et auront la main pour une certaine entrée de données ou une certaine affectation de mandataires à des bureaux de vote, puisqu'ils connaissent mieux ces personnes-là. Et il y a niveau de connaissance ou d'ignorance des choses numériques que beaucoup de personnes ont, des coordonnateurs qui n'ont pas l'aisance de manipuler peut-être leur simple portable. Il a dit que la plateforme vous exclut l'archaïque, enfin le numérique exclut ce à quoi on s'était habitué. Non. Donc, il n'a pas été de façon formelle voilà. dit que, mais une chose est sûre, vous devez le savoir, la Sénat, en parlant de facultatif et autres, est juste dans la courtoisie des mots, puisqu'ils prendront beaucoup plus en compte ce qui relève de l'accord qui a été fait avec les partis politiques. Ça, il faut le savoir. Ils sont dans une dynamique d'innovation, de digitalisation, de professionnalisme du travail qui leur a été confié. Et même si ce n'est pas de façon formelle, dans les faits, apprêtez-vous à ce que les agents de la Sénat s'en tiennent d'une manière ou d'une autre à ces outils numériques-là qui ont été mis à la disposition des partis politiques. Ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, on peut dire que malgré ces défis, la Sénat quand même se digitalise parce qu'avant cette séance, on a eu droit à la plateforme de vulgarisation déjà du contexte juridique des élections. Oui, là, le numérique est plus que jamais dans l'organisation de ces élections à venir. Oui, tout à fait. Je pense que c'est cela. On veut maintenant une Sénat digitalisée. On veut également des opérations électorales digitalisées au Bénin. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter. La numérisation est en réalité une donnée sur la dévolution de progrès. Mais pour ce qui concerne les contentieux possibles, je pense que cette plateforme-là peut aider à anticiper les contentieux ou à les nourrir. À anticiper ou à les nourrir. Puisque l'exemple a été donné tout à l'heure, il y a des postes de vote où des partis politiques n'ayant peut-être pas les moyens financiers n'arrivent pas à déléguer des mandataires. Et on constate que peut-être, on prend l'hypothèse du parti de l'UPR, il y a l'UPR qui est présent dans ce bureau, il y a le BR qui est présent, il y a les démocrates. Bon, je prends un parti IS qui n'est pas présent. Et lorsque quelqu'un très affûté constate au niveau des 3 premiers partis que bon, le 4e parti n'a pas envoyé un délégué, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils essaient quand même de faire un papier, des choses qui ne sont pas en réalité authentiques pour permettre à un membre, à un de leurs militants d'aller représenter le parti qui n'a pas pu envoyer de délégué. Cela voudra dire quoi? C'est qu'à la fin, il y a des suffrages qui ont été exprimés. Mais puisque celui qui a été envoyé ou positionné pour le compte du parti, qui n'a pas pu envoyer de délégué, il va entrer dans une sorte de connivence. Et quand il entre dans une sorte de connivence, parce qu'il n'est pas là pour le parti qui est absent, il entre dans une sorte de connivence et on voit que bon, dans ce bureau de vote-là, il est même arrivé que c'est constaté dans un bureau de vote, on voit qu'il y a des mandataires pour 4 différents partis politiques, mais en réalité, ces 4 mandataires-là travaillent pour un seul parti politique. Ça voudra dire que dans de pareils bureaux, on peut constater des fraudes massives, parce qu'il va avoir une sorte d'entente. Donc, on constate quand même que les électeurs qui ont constaté sur le terrain que eux, ils ont massivement voté pour le parti IS, lorsqu'on va donner les résultats à la fin, les gens vont s'étonner puisqu'ils ont travaillé sur le terrain, on a vu l'engouement de la population, on a vu un certain nombre de choses. Les gens s'attendaient à ce que dans ce bureau de vote-là, que ce soit le parti IS qui gagne. Mais à cause de l'absence de son mandataire ou d'un mandataire qui lui a été désigné pour la circonstance, on constate quand même qu'il y a d'autres résultats. Et dans un tel contexte, le parti IS ne va pas croiser les bras. C'est vrai qu'il n'a pas envoyé un mandataire, mais il peut, au niveau de la Sénat, parce que les gens peuvent être là en train de noter, ça peut ne pas être le mandataire, il peut être quand même un simple militant qui, peut-être a observé les choses, peut-être que c'est quelqu'un a filmé, mais à partir de l'application ou la mise en place de cette plateforme-là, on constate quand même que, au début déjà, la Sénat sait si tel parti politique a pu envoyer un délégué
au niveau de ce bureau de vote ou pas. Cela permet quand même d'anticiper, de savoir désormais qu'à un parti qui n'envoie pas de mandataire, alors que la loi lui donne l'autorisation ou le droit d'envoyer un délégué, c'est que peut-être que lors des contentieux, peut-être cette donnée va jouer. Cette donnée peut jouer peut-être parce que si le juge, en réalité, si le juge doit bien tenir compte des choses, ça devrait en principe jouer. Parce que la loi vous a permis d'aller quand même suivre les opérations dans ce bureau de vote. Si vous ne décidez pas, si vous avez plutôt décidé de ne pas consommer ce droit, c'est à croire que bon, vous êtes prêt pour les conséquences. En principe, ça devrait être le cas. Donc, en résumé, je pense que cette plateforme, ça va au-delà de l'aide, que ça va, la facilité que ça va apporter aux différents partis politiques dans le cadre de l'enrôlement et du déploiement de leurs mandataires. Il y a que cela permettra à ce que la Sénat aussi puisse avoir un regard sur ce qui se passe. Ça va permettre à ce que les gens soient au courant réellement de qui a envoyé des délégués sur le parti afin que quand même les fraudes juste... Parce que je voudrais finir par quelque chose qui m'est venu en tête. On suppose, lorsque quelqu'un envoie un délégué et que le délégué n'est pas réellement un militant, il n'est pas réellement venu pour défendre la cause d'un parti politique Y, s'il vient avec un mandat qui est traficoté ou un mandat falsifié, l'agent de la Sénat qui est peut-être là, les gens peuvent quand même... Et il y a aussi des cas où quelqu'un est mandataire régulier avec un papier authentifié du parti politique, mais qui arrive à rencontrer des difficultés, peut-être des forces de l'ordre ou d'autres personnes qui vont se poser, peut-être que bon, il manque quelque chose ou bon. Donc il y a tous ces cas-là et qui nous amène quand même à dire que bon, c'est vrai que c'est un début, ce n'est pas encore parfait, on aura le temps d'aller à la perfection, corriger ce qui est à corriger, mais ça peut quand même permettre quand même d'anticiper un peu les choses. Vous l'aurez quand vous avez dit Mohamed Akintola, ou on ne vous a pas donné de délai? Non, il faut dire que nous on a posé la question de savoir quel est le calendrier de déploiement de cette plateforme-là. Il nous a juste été dit que l'idée a été lancée pour d'abord recueillir plus ou moins l'adhésion des partis politiques. Et vu qu'il n'y a pas eu de contestation ou alors de refus catégorique d'adhérer à cette idée-là, eh bien je crois que la Sénat depuis ce jour-là s'active à trouver le meilleur processus pour pouvoir implémenter l'usage ou l'utilisation, je vais dire, donc de cette plateforme-là au niveau des partis politiques. Alors, on vous a dit également que les activités se déroulent à bonne date. On attend que vous maintenant au niveau des partis politiques, Mohamed Akintola. Non, je ne crois pas. Je crois que celui qui a le lead sur le calendrier, c'est toujours la Sénat. Hein? C'est toujours la Sénat. Donc les partis politiques font ce qu'ils ont à faire et cela ne se trouve pas. Et il s'agit de mobilisation, il s'agit de galvaniser les troupes, il s'agit de travailler dès maintenant sur leurs projets parlementaires, sur leurs projets de société. Et ça n'a rien à voir avec la Sénat. Ce n'est pas inscrit dans leur calendrier. Ce qui fait l'intersection entre ces deux calendriers pour les partis politiques donc, et celui de la Sénat, c'est juste les élections. Et tout le processus qui est censé conduire aux élections. Donc, quand il sera temps ou quand besoin sera d'inviter les partis politiques pour se prononcer, je crois que la Sénat a prévu de le faire, que ce soit de façon collective ou individuelle. Voilà, donc l'utilité de cette plateforme pour les partis politiques, elle reste un outil pour les formations politiques, mais bien évidemment, ces impacts peuvent aller au-delà des formations politiques une fois l'expérience faite. Vous avez adhéré, vous avez dit lors de cette séance, on verra donc la suite que la Commission électorale nationale autonome donnera donc au déploiement de cette plateforme. Allez, on va passer au second sujet, si vous le permettez bien. Nous irons au Burundi, où le parti au pouvoir depuis 2005 a remporté tous les sièges lors des législatives du 5 juin 2025, a annoncé le mercredi 11 juin la commission électorale burundaise, un scrutin à l'issue duquel aucun des autres partis qui ont participé n'a obtenu 2% des suffrages, 2% qui est d'ailleurs le seuil prévu constitutionnellement pour siéger à l'Assemblée nationale. Mohamed Akintola, que vous inspirent ces résultats? La question me semble un peu tendancieuse. Mais non. Bon. Vous êtes acteur politique, c'est normal que je vous la pose d'abord. Non, ça ne m'inspire rien de spécial, rien de particulier. Puisque c'est bien loin de chez nous. En effet, mais bon, nous sommes autant sur le plan académique que sur le plan de la pratique, la politique concernée par toutes ces réalités-là. Ce qui fait l'écho de ces élections-là au Burundi vers nous, c'est le fait que
aucun parti de l'opposition n'ait pu lever un seul siège de la centaine de sièges qu'il y a à l'Assemblée nationale, et que ce soit le parti au pouvoir qui a levé tous ces sièges-là. Ce n'est juste que ça qui fait le bruit ou qui fait écho, parce que dans l'opinion, on a tendance à se dire que, quand vous lisez, je me suis un peu intéressé à la question, lorsque vous lisez les premières sorties médiatiques de certains partis, le principal parti d'opposition et puis d'autres petits partis de l'opposition, leur posture c'est que la démocratie elle est à terre, et puis il y a exclusion et il y a ci. Ce sont des thèmes très connus, des thèmes usuels en démocratie. Le seul problème que ça me pose lorsqu'on doit faire une analyse de la situation, c'est pourquoi est-ce que on ne porte pas d'autres filtres pour se dire? Pourquoi ne pensons-nous pas plutôt que c'est la population qui a choisi une certaine continuité, une certaine stabilité? Pourquoi ne voyons-nous pas les choses sous le filtre? C'est la population qui est beaucoup plus séduite par les partis politiques au pouvoir, ou le parti politique au pouvoir, et décide donc de lui faire confiance pour conduire la destinée du pays dans les années à venir. On vous opposera les nombreuses restrictions d'expression ou de musellement de la liberté d'expression de la minorité de l'opposition. Les gens ont tendance à dire, à clamer haut et fort que parce que ce qu'ils ont dit n'a pas été pris en compte, c'est qu'on ne leur a pas permis de parler. On peut vous permettre de parler sans que ce que vous dites ne résonne de façon positive. Vous savez, c'est une grande confusion qu'on fait. Je ne veux même pas entrer dans le fond du sujet, parce que c'est trop facile de rester à distance et de dire. Vous savez, est-ce que vous avez jamais, au volant de votre voiture, eu la malchance de faire un accident avec quelqu'un qui était à moto à Cotonou? C'est-à-dire que c'est un ZM qui a brûlé le feu, vous êtes dans votre voiture, dans votre bon droit, il brûle le feu et puis comme ça, il se retrouve sous les roues de votre voiture. Le premier réflexe de la population, c'est que celui qui semble en position de force, celui qui semble mieux loti, est le fautif. Et donc celui qui semble un peu plus en minorité ou en faiblesse est celui qui est taquiné et il faut prendre fait et cause pour lui. C'est le même principe en réalité lorsque nous allons aux élections et autres. Il ne faut pas oublier une chose. C'est une compétition. Et la plupart du temps, les gens qui ont plus les moyens ont tendance à mieux gagner le terrain que vous. Et ceux qui sont aux affaires, c'est eux qui ont les ministres, c'est eux qui ont les députés à l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont les nominations. Donc vous êtes battus déjà 1-0 au départ, il faut le comprendre. Et donc, mieux affûter vos armes. Il y a plein d'exemples dans le monde. Regardez le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. L'ANC est venue au pouvoir depuis avril, mai, les premières élections multiraciales ont eu lieu en Afrique du Sud en avril 1994. Et Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud le 10 mai 1994. Vous savez, depuis cette époque-là, 30 ans, ce n'est que 30 ans après, en 2024 récemment, que l'ANC a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ils ont toujours été présidents de la République. Mais on n'a pas remis en cause le processus démocratique là-bas. On ne l'a pas remis en cause. Donc, je pense que chacun est libre de dire que les causes de l'échec ou de la réussite de tel sont dans l'exclusion ou dans l'inclusion ou ainsi de suite. Mais moi, je me dis, est-ce que le processus électoral a été respecté? Si oui, dans une certaine mesure, et qu'il y a des voies légales puisqu'ils sont libres d'aller au contentieux. Qu'ils le fassent simplement, mais c'est trop facile. Et pour quel résultat? Bon, on verra bien qu'ils essayent de toutes les manières. S'ils n'essayent pas, ils n'auront pas l'argument de dire nous avons quand même essayé, que ça n'a pas marché. Mais c'est trop facile de dire non, ils ont voulu nous exclure du pouvoir, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est justement la vie. Alors, Garcia Makoko, quel message selon vous pour peut-être l'opposition dans notre sous-région? L'opposition politique en Afrique, M. Akintola a parlé, il a dit beaucoup de choses vraies. Parce que vous savez, l'opposition, que ce soit tous les partis politiques sont dans une dynamique de conquête du pouvoir. Et quand nous nous retrouvons sur le terrain politique, pour les politiques, tous les moyens sont bons pour accéder, y compris saboter, y compris se victimiser, etc. Ce que je voudrais dire, au regard du scrutin des législatives au Burundi, c'est quoi? Ce scrutin, à travers ses résultats, comporte des facteurs explicatifs très importants qu'on ne devrait pas occulter. Le tout premier facteur explicatif est que le parti du président au pouvoir là, ce parti gouverne le Burundi depuis 2005. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Ça voudra dire
que les militants de ce parti politique, les cadres de ce parti politique ont eu le temps d'enraciner durablement le parti à travers les différentes provinces de ce pays, les 5 provinces du pays. Donc cela voudra dire qu'il y a déjà une longueur d'avance. D'accord? Premier élément. Le deuxième élément concerne la loi. La loi a opéré de filtre. C'est comme au Bénin, on a parlé de 10%, on a parlé de 20% au niveau de chacune des circonscriptions électorales. Mais ça, la loi, c'est la volonté populaire, c'est l'expression de la volonté générale. Il n'y a pas de mauvaise loi, parce que la loi n'a pas pour vocation d'être bonne ou pour vocation d'être mauvaise. La loi a pour vocation d'atteindre un objectif et de régler un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Au regard de l'histoire politique du Burundi, les législateurs ont été amenés à décider de la définition d'un seuil d'éligibilité à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Ce seuil a été consacré à l'intérieur de la Constitution et il est de 2%. Si vous êtes un parti politique, vous allez aux élections et vous avez moins de 2%, c'est que vous n'avez pas droit à la répartition des sièges. C'est ce qui s'est passé. Et ce parti au pouvoir, qui a déjà de moyens, qui a beaucoup de militants fortunés, qui a déjà un programme enraciné, qui a un programme de gouvernement enraciné et connu par la population, ce parti est allé, la population a voté massivement et au soir des scrutins, la Sénat et la commission électorale burundaise a déclaré que c'est ce parti-là qui est venu en tête avec un taux de 96%. En Afrique... Je pense que 2%, c'est atteignable, en fait. Oui, 2%, c'est vrai que chaque pays a ses réalités, a ses contextes sociologiques. Ça dépend de la masse. C'est quand même atteignable. Enfin, en tout cas, quand on dit tout... Voilà, justement, d'où l'interrogation. Peut-être que 2% au Burundi, c'est un peu comme 22% au Bénin. Il sait, oui. D'accord, ça dépend de la masse du corps électoral dans ce pays-là. Mais ce que nous savons, le Béninois, puisque nous nous sommes habitués récemment à un taux de 20%, on peut se dire, bon, c'est quand même 2%, peut-être que c'est difficile. C'est difficile et nous avons la preuve devant nous que c'est difficile. La preuve est que les partis de l'opposition, ils sont une vingtaine de partis politiques. Et aucun d'eux n'a pu franchir le seuil de 2%. D'accord? Donc, ce seuil, il y a déjà le filtre de la loi. D'accord? La loi a déjà filtré. Le fait que, puisqu'il y a des suffrages exprimés, les gens ont voté pour ces partis de l'opposition. Maintenant, puisque la loi a déjà mis une barrière, a déjà procédé à une sélection de 2%, cela a contribué, d'accord, au fait que les partis politiques de Burundi ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une donnée législative. Donc, il y a déjà ce frein-là. Et le jeu, les règles du jeu ont été annoncées à l'avance. Tous ces partis politiques savaient qu'il fallait réunir 2% avant de prétendre, d'accord, aller à la répartition des sièges. Donc, ce filtre de la loi qui a été effectué, d'accord, est une barrière. Et la seconde raison explicative est que ce parti est un parti enraciné. Le parti au pouvoir est un parti enraciné qui gouverne depuis très longtemps. Et parce qu'un parti gouverne depuis très longtemps, c'est que le parti a beaucoup de cadres. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. C'est qu'il y a ces éléments-là qu'il faut voir. Maintenant, comment le processus a été géré dans le fond? C'est vrai qu'on a quand même constaté que certains opposants ont protesté contre ces résultats-là. Et l'opinion annonce qu'il y a certains partis politiques plus crédibles au Burundi qui n'ont pas pu participer aux échéances électorales. Et de ce point de vue, on peut être amené à avoir un peu de réserve. Le regard de l'étranger nous permet d'avoir ce réserve. Est-ce que réellement le jeu a été ouvert? Est-ce que le processus a été sincère? Est-ce qu'il y a de la transparence dans le processus? Déjà en Afrique, quand on constate qu'il y a un parti d'opposition, d'accord, entre griffes crédible, qui ne va pas aux élections, c'est à croire a priori que c'est le parti au pouvoir ou le régime qui est là qui a empêché ce parti d'aller aux élections. Or, ça peut ne pas être le cas. Ça peut être pour des raisons de non-conformité au cadre légal existant. Ça peut être pour des raisons ça peut être pour des questions pénales.
On peut avoir par exemple un parti de l'opposition qui a un discours structuré, un discours cohérent, mais celui qui est peut-être le premier responsable de ce parti a eu des démêlés avec la loi. Et pour ces raisons-là, puisque lui, il a été incarcéré par exemple, on dit que tant que lui ne sort pas de la prison, là, le parti n'envoie plus quelqu'un d'autre pour aller. Au final, on nous dira que le parti a été empêché par le pouvoir d'aller aux élections. Si ces cas ont été, ont été constatés au Burundi et que c'est le fait du pouvoir, ça va être déplorable. Mais si ce n'est pas le cas, et que c'est la rhétorique habituelle, on va inviter quand même les Africains à regarder désormais les processus électoraux avec beaucoup plus d'objectivité. Les processus du moins électoraux, autant pour moi, avec beaucoup plus d'objectivité. Alors, comme leçon à tirer peut-être, nécessité de toujours mieux structurer son combat politique, surtout au niveau de l'opposition. Ici, avec le seuil qu'on a à 20%, on dit souvent que l'opposition doit se regrouper pour faire face à ce seuil. Même 2% là-bas, ils n'ont pas pu l'atteindre. Donc, nécessité toujours de structurer son combat politique avant toute échéance, surtout législative. En effet, c'est une réalité. Il faut même voir en cela le désir même d'atteindre l'objectif de la réforme du système partisan. La mise ensemble. Oui, j'en parle parce que vous avez cité le cas du Bénin. La mise ensemble des forces politiques qui partagent quand même un minimum de points communs quant à la vision du développement du pays. Et c'est très important. Je pense même que c'est un étau, je mesure bien mes mots, par lequel il faut que nous acceptions de passer, tester ce code électoral-là, afin d'y voir plus clair. Et nous sommes toujours dans l'écriture de l'histoire politique du Bénin. Nous n'avons pas fini, en fait, d'écrire cette histoire politique-là. Nous sommes des acteurs de cela et nous devrons bien accepter d'essayer ce modèle-là pour voir si par hasard cela ne nous permet pas de mieux nous concentrer sur le développement. Parlons de stratégie vous savez, il faut faire attention entre faire du bruit et travailler. La plupart du temps, lorsque vous voyez des meetings électoraux, on n'est pas d'accord, on n'est pas si, 80% de ceux qui sont rassemblés ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Ils ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Il n'y a pas un travail sérieux qui est fait. Et c'est ce qui a toujours caractérisé nos pays post-indépendants en Afrique, de façon générale, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le bruit qui se fait et on confond la foule à l'électorat. La plupart du temps, lorsque parfois des discours sont des discours de désolation, je parle des discours de l'opposition, des discours de désespoir, il est difficile pour le citoyen même, étant contre le pouvoir en place et partisan de l'opposition, de se lever le jour des élections pour aller voter. Puisque d'avance, ses propres leaders lui ont dit c'est perdu. Donc l'opposition lui-même se tire des balles dans les pieds en tenant certains types de discours. Le jour de l'élection, n'oubliez pas une chose, les résultats seront proclamés sur la base de ceux qui ont exprimé leur vote. Les citoyens qui se sont abstenus d'exprimer leur voix le jour des élections ont choisi de ne pas avoir de voix et de ne pas être pris en compte dans le partage qui sera fait. Mais est-ce que le discours est déjà un discours de désespoir en amont, qu'il est un discours de non, tout est perdu d'avance et tout ça? Les citoyens qui sont acquis à votre cause n'ont plus l'énergie même pour aller combattre le jour des élections. L'objectif de ce discours n'est pas ce que, enfin, la finalité. Vous voyez une finalité, mais l'objectif. Mais qui n'est pas l'objectif en réalité. Puisque nous parlons d'inviter les acteurs politiques à bien structurer leur message et à mieux affûter leur stratégie sur le terrain. Au finish, ce qui comptera, c'est le nombre de voix qui ont été exprimées et pour qui ça a été exprimé. Donc une nécessité, en plus d'avoir un discours cohérent, un discours convaincant, de travailler réellement à la base, à avoir des gens acquis à votre cause. Et n'oubliez pas enfin une chose qui pourrait aussi expliquer cette réalité-là des résultats au Burundi. Vous savez, les gens ont peur du changement. Je l'avais dit dans la première partie de cette intervention. Les gens ont peur du changement. Et n'oubliez pas que le Burundi est quand même un pays qui a subi, il n'y a pas aussi longtemps que ça, des conflits raciaux et tout ça. Mais parlant quand même d'inclusion, je pense que j'ai lu, suite à la proposition de l'État, que l'État ou le pouvoir en place continuait quand même à travailler, à respecter, parce qu'il y a un certain nombre de sièges complémentaires afin d'atteindre l'équilibre, non seulement racial, voilà, puisque les Hutus sont, comme on appelle, plus nombreux, donc un 60% de sièges Hutus, un 40% de sièges Tutsis, et ils vont même jusqu'à parler de l'inclusion genre, donc 30% des sièges pour la
la femme. Donc, parlant d'inclusion, je pense quand même qu'ils ne sont pas totalement à côté de la plaque, ils ne sont pas à 0 sur 100. Vous voyez, il y a un effort qui est quand même fait, même si cela n'est pas du goût de, comment on appelle, des pouvoirs d'opposition qui n'ont pas pu sortir leur épingle du jeu. On ne peut que leur dire de courage et un meilleur travail pour les fois à venir. Nous sommes sur les leçons à tirer. Je demandais, est-ce que la première leçon également, la première leçon n'est pas la structuration du combat politique avant ces genres d'élections? Oui, je le crois aussi et je le crois fermement. Vous savez, l'opposition politique en Afrique, et notamment en Afrique francophone, a un problème de démarche. Parce qu'on constate que l'opposition se préoccupe plus à dénoncer le régime qui fait, quelqu'un qui fait déjà des pas. Et ces pas sont significatifs. La population constate que des pas sont faits. Et la population tire déjà profit de ces pas. Si vous ne réfléchissez pas à comment passer de un pas effectué par le régime à 2 pas, et que vous vous contentez simplement de relever les faiblesses du seul pas posé, qui est imparfait, certes, mais profitable déjà pour la population, c'est qu'au final, vous n'allez pas pouvoir mobiliser l'électorat comme cela se doit. C'est un premier élément. Parce que déjà en Afrique, on constate qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de partis politiques, de l'opposition notamment, qui ont surfé sur la misère créée par des régimes antérieurs pour monter au niveau du pouvoir. Ils ont eu accès au pouvoir politique parce qu'ils ont décrié, ils ont dénoncé, ils ont critiqué, ils ont relevé des faiblesses. Sur des décennies, les populations africaines ont fait l'expérience que beaucoup de personnes, beaucoup de groupes, beaucoup de partis politiques se sont comportés comme ça. Mais quand ceux-là viennent au pouvoir, c'est parfois pire. Cela a fait que les populations ont de moins en moins confiance à ceux qui restent dans cette logique-là, à ceux qui restent dans ce discours-là, cette manière de voir. Or, on constate malheureusement que dans plusieurs États ouest-africains, pour donner les exemples que nous connaissons, les oppositions ne se préoccupent pas de comment on fait pour améliorer le sort des populations, ils s'occupent de ce qui a été mal fait. Or, si on vient au Bénin par exemple, on a vu beaucoup de partis d'opposition au Bénin. Le gouvernement qui est là, le gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement construit des routes. La population voit, constate ces routes. La population exploite ces routes. Si vous pensez que la construction de routes n'est pas une priorité, mais vous devrez pouvoir dire à la population qu'est-ce qui doit être la priorité dans le pays et comment vous proposez ou comment vous entendez aller à cette priorité-là. Si le président Patrice Talon, avec son gouvernement, va contracter des prêts pour réaliser des infrastructures socio-communautaires, pour construire des hôpitaux pour la population, et que vous pensez que les prêts ne doivent pas être le moyen ou la voie pour chercher des financements pour le développement, alors vous devrez proposer ce qui va constituer l'alternative des prêts. Mais si vous ne dites pas ça, et que vous êtes dans une rhétorique selon laquelle il n'est pas bon de faire des prêts, il n'est pas bon de faire des prêts, et que finalement vous ne proposez rien, vous avez l'impression que la population vous écoute, vous avez l'impression que la population est avec vous, mais au soir des scrutins, vous constatez quand même que dans le secret de l'isoloir, les populations ont préféré celui qui a fait un pas à celui qui n'a rien fait du tout. Promettre. Et on constate que parce qu'on a tellement fait de bruit sur les réseaux sociaux, on a tellement communiqué, on s'attendait à ce que, bon, c'est sorti, ça va emballer les populations, alors qu'aujourd'hui, l'électorat africain, l'électorat ouest-africain, l'électorat béninois est composé d'hommes et de femmes assez mûrs. Vous allez dans les fins fonds du Bénin, dans les villages insoupçonnables, la bonne dame qui est en train de vendre de beignets va vous parler de la politique. Et vous qui avez quitté Cotonou, peut-être que vous allez être étonné. Ouais. Pour dire que le discours de la séduction sans l'acte, ça devient de plus en plus inefficace. Il faut changer réellement pour ne pas venir semer un peu la désolation et de la terreur au soir des scrutins. La situation au Burundi doit donc pouvoir servir de leçon à l'opposition
sous nos cieux pour qu'elle puisse mieux structurer notamment, non seulement son combat, mais également ses discours pour ne pas toujours se sentir exclu. Enfin, c'est ce à quoi on a si souvent exclu donc, d'un processus électoral. Mesdames et messieurs, on va rendre l'antenne à présent sur donc, ces derniers mots ou ces mots de fin de mes invités. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec d'autres invités pour d'autres sujets à débattre. Juste vous rappeler que toute production reste disponible sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous. Merci à vous deux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.